Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Thomas Brennan avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, calculée, impénétrable. À 42 ans, il possédait une société de conseil en sécurité privée prospère, spécialisée dans la protection d'entreprises haut de gamme et l'évaluation des risques. Son expérience militaire dans les opérations spéciales lui avait appris la patience, la précision et l'art de décrypter les gens. Il avait appris très tôt que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre dans son métier. Mais il s'était convaincu que chez lui, c'était différent. Sa maison de banlieue du comté de Westchester était son sanctuaire, avec Lisa, sa femme depuis 12 ans, et leur fille de 8 ans, Chloé. Lisa travaillait comme agent immobilier pour une agence haut de gamme. Son charme et sa beauté naturelle faisaient d'elle l'une des meilleures ventes de la région. C'était le genre de femme qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et attirer l'attention, une qualité qui avait initialement attiré Tom vers elle lors d'une collecte de fonds caritative des années auparavant. Les relations de Tom avec sa propre famille avaient été compliquées. Son père, militaire de carrière, avait été absent pendant la majeure partie de son enfance, laissant Tom élevé par une succession de femmes de ménage et de pensionnat. Lorsque ses parents moururent dans un accident de voiture lors de sa deuxième mission à l'étranger, Tom avait appris à la dure, on part, de gré ou de force. La seule personne à qui il avait vraiment ouvert son cœur était Lisa, puis Chloé. Chloé était tout pour lui. Intelligente pour son âge, avec les yeux bleus vifs de Lisa et la détermination obstinée de Tom. Elle avait une façon de voir clair dans les autres qui parfois déstabilisait les adultes. Tom plaisantait souvent en disant qu'elle avait hérité de son esprit tactique. Toujours 3 coups d'avance, quel que soit le jeu auquel elle participait. Les failles dans la vie parfaite de Tom avaient commencé petites. Lisa travaillait plus tard, des visites le week-end semblaient s'éterniser, et un nouvel enthousiasme pour le fitness, incluant des joggings matinaux et des cours de yoga le soir. L'œil exercé de Tom percevait les changements subtils, un nouveau parfum, des vêtements de créateur qui semblaient au-delà de ce que son salaire lui permettait, et, plus révélateur encore, la façon dont elle avait commencé à dormir avec son téléphone à l'envers. Mais Tom était d'une minutie exemplaire. Il avait commencé sa propre enquête discrète 3 semaines auparavant, utilisant des compétences qu'il espérait ne jamais utiliser chez lui. Les premières conclusions étaient accablantes, des trous inexpliqués dans son emploi du temps, des débits de cartes de crédit dans des restaurants pendant qu'elle prétendait faire visiter des maisons, et, plus récemment, un téléphone prépayé caché dans son sac de sport. Kevin Morrison était l'amant de Lisa, bien que Tom le connaisse bien avant qu'il ne devienne une menace. Kevin était son associé et un ancien camarade de l'armée de l'époque où ils étaient dans la Delta Force. Ils avaient effectué 3 missions ensemble en Afghanistan, se surveillaient mutuellement lors des échanges de tirs, et Kevin avait été le témoin de Tom à son mariage. Le mariage de Kevin lui-même s'était terminé de manière désastreuse 2 ans plus tôt, le laissant amer et apparemment prêt à détruire sa plus ancienne amitié. Cette trahison avait été plus profonde que toutes les blessures de combat que Tom avait jamais subies. À la guerre, on s'attendait à ce que l'ennemi cherche à vous tuer, mais cette violation des confiances les plus sacrées de sa vie était tout autre chose. Le bureau de Tom était un véritable laboratoire, plongé dans un chaos contrôlé, avec de multiples écrans diffusant divers flux de sécurité et logiciels d'analyse. Il avait utilisé son propre équipement de surveillance pour documenter l'affaire, tout en veillant à rester dans les limites de la légalité. La réputation de son entreprise en dépendait et, plus important encore, il avait besoin de preuves recevables pour ce qui allait se passer. Le dossier en papier craft sur son bureau contenait 3 semaines de documentation méticuleuse, de photographies, d'horodatage, de relevés financiers et de journaux de communication. Kevin et Lisa avaient été prudents, mais pas suffisamment pour échapper à quelqu'un disposant des ressources et de l'expertise de Tom. Alors que Tom examinait les preuves, son téléphone vibra, un SMS de Lisa s'affichant. Travaille tard ce soir encore, nouveau client à Manhattan. Ne m'attends pas, Redard. Tom vérifia ses données de surveillance. La voiture de Lisa était actuellement garée à l'hôtel Riverside, à 20 minutes de chez eux. La BMW de Kevin se trouvait sur le même parking. La trahison était totale, mais la réponse de Tom serait chirurgicale. Il avait appris dans l'armée que l'émotion était l'ennemi de l'action efficace. La rage était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir tant que la mission n'était pas accomplie. Chapitre 2. À travers les yeux d'un enfant. Samedi après-midi, le centre commercial de Westchester grouillait de clients du week-end. Tom marchait à côté de Chloé, portant ses nouvelles fournitures artistiques, tandis qu'elle discutait de son prochain projet scolaire. La normalité de la situation semblait surréaliste,
compte tenu de ce qu'il savait des activités de sa femme. « Papa, on peut manger une glace avant de rentrer ?» demanda Chloé en le tirant par la main. « Bien sûr, mon petit, comme tu veux. » Il se dirigeait vers l'aire de restauration lorsque Chloé s'arrêta net. Sa petite main serra plus fort la sienne, et lorsque Tom baissa les yeux, il vit sur le visage de sa fille une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de confusion et de compréhension adulte. « Papa, vite aux toilettes !» murmura-t-elle d'un ton pressant, l'entraînant vers les toilettes familiales. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Tom tandis que Chloé l'entraînait dans une cabine et verrouillait la porte. « Chut, ne bouge pas, regarde !» Chloé jeta un coup d'œil sous la porte, puis fit signe à Tom de faire de même. Tom s'accroupit et suivit son regard. Par l'ouverture sous la porte du box, il aperçut le couloir du centre commercial. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Lisa se tenait près de la fontaine, mais elle n'était pas seule. Kevin la serrait par la taille et ils s'embrassaient avec la passion de jeunes amants, complètement inconscients de leur environnement. Pire encore, Tom voyait qu'il portait des bracelets en argent assortis, des bracelets coûteux que Lisa lui avait dit s'être achetés. Mais ce qui bouleversa profondément Tom, ce ne fut pas seulement de voir la liaison de ses propres yeux. C'était de réaliser que sa fille de 8 ans avait compris que quelque chose n'allait pas et l'avait protégée d'une éventuelle confrontation publique. Chloé avait vu sa mère avec un autre homme et en avait instinctivement compris les implications. « Papa » murmura Chloé d'une voix à peine audible. « Pourquoi maman embrasse-t-elle tonton Kevin comme elle t'embrasse ?» La question frappa Tom comme un coup de poing. Oncle Kevin, l'homme qui avait appris à Chloé à faire du vélo pendant que Tom était en voyage d'affaires. L'homme qui les avait aidés à emménager. L'homme qui avait été présent à chaque fête d'anniversaire, chaque matin de Noël, chaque moment important de leur vie de famille. L'entraînement militaire de Tom avait fait effet, évalué la situation, maîtrisé ses émotions, protégé ses atouts. Et pour l'instant, sa fille était son atout le plus précieux. Parfois, les adultes sont déroutants. « Ma chérie », dit Tom prudemment, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Il faut qu'on reste très silencieux et qu'on attende qu'il parte. » Chloé hocha la tête solennellement, ses yeux bleus trahissant une compréhension qu'aucun enfant ne devrait posséder. Ils attendirent en silence 10 minutes, le temps que Tom soit certain que Lisa et Kevin étaient passés à autre chose. Alors qu'ils sortaient enfin de la salle de bain, Tom était déjà en mode tactique. La donne avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Lisa. Il s'agissait de protéger Chloé des conséquences de ce qui allait arriver. « Chloé » dit Tom en s'agenouillant à sa hauteur tandis qu'il retournait à la voiture. « Ce qu'on a vu là-bas. Ça va rester notre secret pour l'instant. » Bon. Papa a besoin de temps pour comprendre. Maman a des ennuis, demanda Chloé d'une voix douce. Tom pesa ses mots avec soin. Maman a fait de mauvais choix. Et parfois, quand on fait de mauvais choix, il y a des conséquences. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on s'en sortira. Tu me fais confiance ? Chloé hocha la tête. Mais Tom pouvait lire la peur dans ses yeux. L'innocence enfantine de sa fille avait été brisée dans les toilettes d'un centre commercial, et quelqu'un allait le payer cher. Le trajet du retour fut silencieux, Chloé fixant la fenêtre, et Tom explorant les possibilités. Toutes les stratégies qu'il avait apprises sur la guerre psychologique étaient soudain pertinentes pour sa vie personnelle. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la voiture de Lisa était déjà garée dans l'allée. Elle les accueillit à la porte avec un sourire éclatant, s'enquérant de leur virée shopping comme si elle n'avait pas été dans les bras d'un autre homme une heure plus tôt. « Vous vous êtes bien amusé ?» demanda Lisa en embrassant Tom sur la joue et en ébouriffant les cheveux de Chloé. « C'était instructif », répondit Tom d'un ton neutre, scrutant le visage de sa femme à la recherche d'un signe qu'elle soupçonnait qu'il l'avait vu. Il n'y avait rien. Lisa était soit une actrice consanguine, soit complètement sûre de ses tromperies. Tandis que Lisa aidait Chloé à ranger ses nouvelles fournitures artistiques, Tom s'excusa et se dirigea vers son bureau. Le dossier en papier craft sur son bureau avait pris une nouvelle signification. Ce qui avait servi de preuve pour une procédure de divorce était désormais un argument pour une procédure bien plus complète. Tom ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un plan détaillé. Lisa et Kevin avaient franchi une limite aujourd'hui, non seulement en menant leur liaison en public, mais aussi en forçant sa fille à assister à leur trahison. C'était impardonnable. La punition serait à la hauteur du crime et Tom Brennan allait s'assurer que sa femme et son ancien meilleur ami comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu. Chapitre 3. L'architecte de la ruine.
Le lundi matin arriva avec une normalité trompeuse. Lisa embrassa Tom en partant au travail, lui rappelant son dîner prévu avec Kevin et sa sœur Rebecca ce week-end. L'ironie n'échappa pas à Tom. Sa femme organisait des événements mondains avec son amant, tout en maintenant la façade de leur mariage. L'entreprise de sécurité privée de Tom, Brennan Strategic Consulting, occupait un bâtiment quelconque à White Plains. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre bureau d'entreprise, mais l'intérieur abritait des équipements de surveillance et de sécurité parmi les plus sophistiqués du marché. Tom avait bâti sa réputation sur sa capacité à trouver des informations que d'autres ne pouvaient pas trouver et à protéger ses clients contre des menaces inattendues. Son assistante, Monica Diaz, travaillait dans l'entreprise depuis sa création 5 ans auparavant. Ancienne analyste du FBI, elle comprenait la discrétion et possédait une capacité étonnante à trouver des informations numériques que d'autres ne pouvaient pas voir venir. Elle était aussi l'une des rares personnes en qui Tom avait une confiance absolue. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais essayé de s'immiscer dans sa vie privée. « J'ai besoin que tu fasses une vérification complète de tes antécédents, » dit Tom en glissant un papier sur le bureau de Monica. Tout, dossier financier, habitudes de communication, antécédents de voyage, tout. Monica jeta un coup d'œil au papier et haussa légèrement les sourcils. « Kevin Morrison, n'est-il pas ton associé ?»« Il l'est, » répondit Tom froidement. « Maintenant, c'est un problème à résoudre. » Monica avait travaillé avec Tom assez longtemps pour reconnaître ce ton. Elle ne posa pas de questions. « Jusqu'où veux-tu que j'aille ? » Au fond de l'océan. Je veux connaître chaque secret, chaque vulnérabilité, chaque point sensible. Et Monica, ça reste entre nous. Compris. Tom s'arrêta ensuite chez son avocat, Frank Petro, dont le cabinet surplombait l'Hudson. Frank s'occupait des contrats commerciaux et des affaires juridiques personnelles de Tom depuis des années. Il était connu pour sa discrétion et sa propension à opérer dans les zones grises du droit. Je dois discuter de quelques hypothèses, commença Tom en s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Frank. Frank sourit d'un air sombre. D'après mon expérience, Tom, tes hypothèses ont tendance à devenir très vite réelles. Quelle est la situation ? Hypothétiquement, si quelqu'un voulait s'assurer qu'un conjoint infidèle ne reçoive rien lors d'un divorce et voulait par la même occasion détruire la vie de son amant, quelle serait l'approche juridique la plus efficace ? Frank se renversa dans son fauteuil, observant le visage de Tom. Parlons-nous de Lisa ? Hypothétiquement, et de son amant, quelqu'un qui a violé plusieurs relations de confiance. Frank resta silencieux un long moment. Hypothétiquement, la clé serait de documenter non seulement l'adultère, mais aussi toute faute financière, tout manquement à une obligation fiduciaire ou tout autre comportement passible de poursuite. L'État de New York est un État où le divorce est sans faute, mais l'adultère peut tout de même avoir un impact sur la répartition des biens si l'on peut prouver un gaspillage financier ou une dilapidation des biens matrimoniaux. Qu'en est-il des partenariats commerciaux ? C'est plus délicat. Il faudrait prouver une rupture de contrat de partenariat, un abus de ressources de l'entreprise ou une violation de clause de non-concurrence. Mais Tom, Frank, se pencha. Quoi que tu prévois, assure-toi que c'est légal. Tu as bâti une bonne entreprise. Ne la gâche pas pour te venger. Tom se leva pour partir. Je ne jette rien, Frank. Je la protège. Le reste de la semaine, Tom poursuivit sa routine habituelle tout en construisant discrètement son dossier. Il découvrit que Kevin avait utilisé les ressources de l'entreprise pour impressionner Lisa, débitant des dîners coûteux sur le compte professionnel, utilisant les partenariats hôteliers de luxe de l'entreprise pour leurs réunions, et même facturant des déplacements personnels comme frais professionnels. Plus préjudiciable encore fut ce que Monica découvrit dans les traces numériques de Kevin. Kevin avait été négligent dans ses communications personnelles, utilisant les ordinateurs de l'entreprise pour ses emails privés et stockant des fichiers personnels sur le serveur de l'entreprise. Ces dossiers financiers révélaient d'importantes dettes de jeu et des investissements douteux qui suggéraient qu'il pourrait être vulnérable aux pressions financières. Mais la découverte la plus intéressante provenait des images de vidéosurveillance de divers lieux où Kevin et Lisa s'étaient rencontrés. L'entreprise de Tom avait installé des systèmes de sécurité dans plusieurs hôtels et restaurants haut de gamme du quartier. Pour rendre service à l'entreprise de Tom, les responsables de la sécurité étaient prêts à fournir des images à des fins d'assurance. Les vidéos montraient non seulement la relation de Kevin et Lisa, mais aussi leur relation avec d'autres personnes. Lisa, semblait-il, avait révélé à Kevin des détails sur les activités commerciales de Tom, informations que Kevin avait ensuite partagées avec des concurrents.
Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils collaboraient activement pour saper l'entreprise de Tom. Cela a tout changé. Ce que Tom avait d'abord perçu comme une trahison personnelle était en réalité une attaque coordonnée contre tout ce qu'il avait construit. Lisa et Kevin ne lui avaient pas seulement brisé le cœur. Ils avaient systématiquement détruit son gagne-pain. Vendredi soir, Tom avait constitué un dossier complet qui mettrait fin à leur carrière et les exposerait à des poursuites pénales pour espionnage industriel et vol. Mais ce n'était pas suffisant. Ils avaient impliqué sa fille. Ils l'avaient rendue complice de leur tromperie en la forçant à garder leur secret. C'était impardonnable. Tom était assis dans son bureau, révisant les derniers détails de son plan. Le dîner de demain soir avec Kevin et Rebecca serait le début de la fin. Mais d'abord, il devait avoir une conversation avec quelqu'un qu'il avait évité toute la semaine. « Chloé » appela-t-il doucement en frappant à la porte de sa chambre. « On peut parler ?» Sa fille leva les yeux de ses devoirs, et Tom put voir l'inquiétude qu'elle portait depuis samedi. Elle était trop jeune pour comprendre pleinement ce dont elle avait été témoin, mais assez grande pour savoir que quelque chose n'allait pas. « Est-ce que j'ai des ennuis à cause de ce qu'on a vu ?» demanda-t-elle doucement. Tom s'assit au bord de son lit et la serra dans ses bras. « Non, ma chérie. Tu n'as pas d'ennui. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Mais je veux que tu saches que les choses vont bientôt changer. Maman et moi, on va avoir des problèmes à cause d'oncle Kevin. » Cette simple question transperça le cœur de Tom. Sa fille ne devrait pas avoir à poser de telles questions. Oui, à cause d'oncle Kevin. Mais quoi qu'il arrive, tout ira bien pour toi et moi. Je te le promets. Chloé hocha la tête contre sa poitrine. Papa, tu vas leur faire du mal? Tom resta silencieux un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je vais m'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Parfois, quand on enfreint des règles importantes, il faut qu'il y ait des conséquences. Comme quand j'ai cassé ta montre et que j'ai dû payer avec mon argent de poche. Quelque chose comme ça, mon petit. Quelque chose comme ça. En bordant Chloé, Tom fit une promesse silencieuse. Sa fille n'aurait plus jamais à se cacher dans les toilettes à cause des erreurs des autres. Quoi qu'il en coûte, peu importe qui serait blessé, Tom s'en assurerait. Chapitre 4. Le dîner. Le samedi soir, une fraîcheur automnale précoce s'abattit sur le comté de Westchester. Tom avait passé la journée à faire les derniers préparatifs, examinant chaque détail de son plan avec la précision d'une opération militaire. Lisa s'activait dans la cuisine à préparer le dîner pour Kevin et sa sœur Rebecca, complètement inconsciente qu'elle orchestrait sa propre chute. Rebecca Morrison était avocate spécialisée en divorce à Manhattan. Réussie et pleine d'esprit, elle avait toujours été naïve quant à la personnalité de son frère. Elle croyait sincèrement que Kevin était en train de surmonter son propre traumatisme de divorce et ignorait tout de sa liaison avec Lisa. Tom trouvait son ignorance presque tragique. Elle était sur le point de perdre son frère, et elle ne le savait même pas encore. « Tu as l'air tendu ce soir », observa Lisa en ajustant la cravate de Tom tandis qu'ils attendaient leurs invités. « Tout va bien ?» Tom sourit, mais sans que son regard ne s'en aperçoive. Juste une longue semaine de fatigue. La sonnette retentit et Chloé dévala l'escalier pour répondre. « Oncle Kevin, tante Rebecca » appela-t-elle, bien que Tom remarqua une hésitation dans sa voix qui n'était pas présente auparavant. Kevin entra avec son assurance habituelle, serrant Lisa dans ses bras un instant de trop tout en lui tendant une bouteille de vin onéreux. Rebecca la suivit, élégante dans sa robe sur mesure, portant des fleurs pour la table. « Tom, mon ami » dit Kevin en lui tendant la main. « Merci de nous avoir accueillis. Je sais que c'est la folie au bureau. » Tom serra la main de Kevin, remarquant que son ancien partenaire évitait tout contact visuel. « Pas de problème. On est de la même famille, n'est-ce pas ?» L'ironie de cette déclaration n'échappa pas à ceux qui connaissaient la vérité. La conversation s'écoula sans problème, Rebecca discutant de ses dernières affaires et Lisa de l'effervescence du marché immobilier. Kevin semblait plus animé que d'habitude, peut-être encouragé par l'apparente normalité de la soirée. Tom joua le rôle de l'hôte courtois, remplissant les verres de vin et orientant la conversation vers des sujets professionnels. « En fait, » dit Tom alors qu'il terminait le plat principal. « Je voulais discuter de quelque chose en rapport avec le travail. Rebecca, cela pourrait vous intéresser d'un point de vue juridique. » Il fouilla dans sa veste et en sortit une tablette qu'il posa au centre de la table.
J'ai examiné les protocoles de sécurité de notre entreprise et j'ai découvert une activité inquiétante. La fourchette de Kevin s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quel genre d'activité? Tom tapota l'écran et la vidéo de sécurité se lança. Kevin et Lisa à l'hôtel Riverside, horodaté et parfaitement net. Le silence se fit à la table, à l'exception de la brusque inspiration de Rebecca. Ce qui est intéressant avec l'infidélité, poursuivit Tom sur le ton de la conversation, c'est qu'elle révèle souvent d'autres défauts de caractère. Monica courut. Une analyse complète de nos comptes professionnels. Il passa à l'écran suivant, affichant les relevés financiers. 37 000 $ de frais non autorisés au cours des 6 derniers mois, carte de crédit professionnelle utilisée pour des dépenses personnelles, dont des chambres d'hôtel, des bijoux et des dîners sans aucun rapport avec les affaires. Lisa était devenue pâle, son verre de vin tremblant dans sa main. Kevin se renversa dans son fauteuil, la mâchoire serrée. Mais le plus fascinant, poursuivit Tom, était de découvrir la quantité d'informations commerciales confidentielles partagées avec nos concurrents. Rebecca, selon votre avis professionnel, des accusations d'espionnage industriel et de vol seraient-elles retenues dans une affaire comme celle-ci? Rebecca fixa son frère avec horreur. Kevin, dis-moi que ce n'est pas réel. Tom, discutons en privé, dit Kevin en se levant de table. Assieds-toi, dit Tom doucement. Mais la dureté de sa voix poussa Kevin à obtempérer immédiatement. On n'a pas fini. Tom passa à un autre écran. Des relevés bancaires montrant les dettes de jeu et les prêts à taux d'intérêt élevés de Kevin. 43 000 $ de dettes envers des personnes très désagréables. Voilà qui explique. Le vol, mais pas l'espionnage industriel. C'était juste de la cupidité. Tom, s'il te plaît. Murmura Lisa, retrouvant enfin sa voix. On peut? On peut? Quoi? Lisa, fais comme si de rien n'était. Fais comme si tu n'avais pas prévu de me quitter pour mon associé. Fais comme si tu ne m'avais pas volé pour financer ta liaison. Tom se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin parfaitement entretenu qu'il avait travaillé si dur à créer. Tu sais le pire? Chloé vous a vu ensemble au centre commercial. Ma fille de 8 ans a dû se cacher dans les toilettes parce que sa mère embrassait son oncle en public. Les mots ont frappé Lisa comme des coups. Elle s'est couvert le visage de ses mains, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Tu as impliqué mon enfant dans ta tromperie. Tom a continué, la voix devenant plus froide. C'était ta plus grosse erreur. Rebecca a pris la parole, son instinct d'avocate s'éveillant malgré le choc. Tom, quoi que tu prépares, réfléchis bien. La vengeance a des conséquences. Tom se retourna. Il s'assit à la table, l'air calme, mais les yeux brûlants d'une fureur contenue. Ce n'est pas une vengeance, Rebecca. C'est la justice. Il prit son téléphone et appuya sur un bouton. En quelques secondes, les portières claquèrent dehors. Tom avait fait en sorte que les créanciers de Kevin reçoivent un renseignement anonyme sur sa localisation ainsi que des preuves de ses délits financiers. Kevin Morrison. Une voix appela de l'extérieur. Il faut qu'on parle. Le visage de Kevin devint blanc lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Tom, tu ne peux pas. En fait, je peux. Tu as volé mon entreprise. Tu as violé notre contrat de partenariat et commis une fraude en utilisant des actifs de l'entreprise. Je l'ai signalé aux autorités cet après-midi. Ces messieurs dehors sont du bureau du procureur, accompagnés de représentants des personnes à qui tu dois de l'argent. La porte d'entrée s'ouvrit et 3 hommes en costume entrèrent, suivis de 2 autres à l'air beaucoup moins officiels, mais bien plus menaçants. Kevin Morrison, l'homme principal, demanda en montrant son badge. Tu es en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude d'entreprise. Tandis qu'on emmenait Kevin menotté, il regarda Tom avec un mélange de rage et de désespoir. Ce n'est pas fini, Tom. Je vais te détruire pour ça. Tom sourit froidement. Tu as déjà essayé et tu as échoué. Rebecca se leva pour suivre son frère, s'arrêtant à la porte. Tom, je comprends que tu sois blessé, mais Kevin est toujours mon frère. Ça va le détruire. Il s'est détruit lui-même, répondit Tom. Je viens de le documenter. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Tom reporta son attention sur Lisa, figée à table, les yeux fixés sur la chaise vide où Kevin s'était assis. Maintenant, dit Tom en se rasseyant. Discutons de ton avenir. Chapitre 5, le dénouement.
Lisa était assise à table comme une statue, le visage pâle et les mains tremblantes, tandis que la réalité de sa situation s'imposait. Le bruit des voitures de police s'estompant au loin semblait résonner dans le silence soudain de leur salle à manger. « Tom, murmura-t-elle. Il faut qu'on en parle en privé. » « Pourquoi » demanda Tom en se versant un autre verre de vin avec une désinvolture délibérée. « Honteux de tes choix. J'ai peur de ce que notre fille pourrait penser en apprenant la vérité. Ce n'est qu'une enfant. » « Une enfant que tu as forcée à garder tes secrets » interrompit Tom d'une voix sèche. « Une enfant qui a dû me protéger pour que je ne sois pas témoin de ta trahison en public. Ne m'ose pas parler de protéger Chloé alors que tu as passé des mois à la traumatiser. » Lisa perdit enfin contenance et des larmes coulèrent sur son visage. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Kevin et moi, c'est arrivé comme ça. On n'a jamais voulu blesser personne. Tom rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Tu n'as jamais voulu blesser personne. Lisa, tu as systématiquement détruit tout ce que j'ai construit. L'affaire était déjà assez grave, mais voler des informations sur l'entreprise, aider Kevin à détourner des fonds, ce n'était pas quelque chose qui s'est produit comme ça. C'était calculé. Il se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec le dossier papier qui avait tout déclenché. J'ai des traces de tous les mensonges que tu m'as racontés, de toutes les réunions secrètes, de chaque dollar que tu as contribué à voler à mon entreprise. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Lisa s'essuya les yeux, essayant de retrouver son calme. Que veux-tu de moi? Moi, Tom? Des excuses? Je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. La voix de Tom s'éleva pour la première fois de la soirée. Les erreurs, c'est laisser le lait dehors ou oublier d'aller chercher le pressing. Ce que tu as fait était une trahison calculée. Tu as choisi ça, Lisa. Chaque jour pendant des mois, tu as choisi de me mentir, de me voler, de détruire notre famille. Le bruit des pas dans l'escalier les fit lever tous les deux. Chloé. Apparut en pyjama, se frottant les yeux d'un air ensommeillé. Papa? J'entendis des cris. Où est tonton Kevin? L'expression de Tom s'adoucit aussitôt. Il devait partir. Ma chérie, viens ici. Chloé alla vers son père et Tom la prit dans ses bras, l'installant sur ses genoux. Maman et papa ont besoin d'avoir une conversation d'adultes. Peux-tu retourner te coucher? Je viendrai te border dans quelques minutes. Tu divorces? Demanda Chloé avec la franchise que seuls les enfants ont. La question resta en suspens comme une bombe. Lisa elle se couvrit la bouche, de nouvelles larmes coulant. Oui, ma puce, dit doucement Tom. Maman a fait des choix qui signifient qu'elle ne peut plus vivre ici. Mais toi et moi, tout ira bien. Je te le promets. Chloé hocha la tête solennellement, puis regarda sa mère. Maman, es-tu triste? Lisa ne pouvait pas parler, alors elle hocha simplement la tête. Es-tu désolée? Demanda Chloé. Oui, ma puce. Je suis tellement désolée. Chloé réfléchit un instant avec la gravité d'un juge. Papa dit, quand on casse quelque chose d'important, il faut le réparer ou en subir les conséquences. Peux-tu réparer ce que tu as cassé? La question était innocente, mais elle était plus blessante que n'importe quelle accusation que Tom aurait pu porter. Lisa regarda les yeux bleus sérieux de sa fille et réalisa que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient jamais être réparées. Non, ma chérie, murmura Lisa. Je ne pense pas pouvoir réparer ça. Chloé hocha la tête comme si cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle embrassa la joue de son père et remonta l'escalier sans un mot. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Tom se tourna vers Lisa avec une détermination renouvelée. Voilà la conversation que tu as forcé une enfant de 8 ans à avoir. Elle savait que quelque chose n'allait pas depuis des semaines, et maintenant elle doit regarder sa famille s'effondrer parce que sa mère n'a pas pu tenir ses vœux de mariage. Tom, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut surmonter ça. Conseil conjugal, thérapie. Non, la parole était définitive. On ne peut pas surmonter ça, Lisa. Tu ne m'as pas juste trompé. Tu as conspiré contre moi. Tu as aidé Kevin à voler mon entreprise. Tu as partagé des informations confidentielles avec notre concurrent. Ce n'est pas un problème de mariage. C'est une conspiration criminelle. Tom s'approcha de la fenêtre et regarda la rue tranquille de banlieue qui avait été son sanctuaire. Je t'ai aimé pendant 12 ans, Lisa.
Je t'ai tout confié. Mon cœur, mon entreprise, mon enfant, et tu as tout transformé en arme contre moi. Je n'ai jamais voulu. Ne le fais pas. Tom se retourna vers elle et Lisa vit quelque chose dans ses yeux qui la fit reculer. Ne me dis pas ce que tu voulais dire. Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi combien de nuits tu es rentré de chez Kevin et tu m'as embrassé pour me dire bonne nuit. Dis-moi combien de fois tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Dis-moi combien de dîners de famille nous avons eu où tu prévoyais de détruire ma vie. Lisa s'enfonça dans son fauteuil, comprenant enfin qu'il n'y aurait ni pardon, ni seconde chance. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, fais tes valises et pars. Ce soir, mon avocat te remettra les papiers du divorce lundi. Tu n'auras rien à payer. L'adultère et les malversations financières ont tendance à influencer la répartition des biens, même en l'absence de faute. État. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche. Appelle ta sœur. Prends un hôtel. Trouve une solution. Mais tu ne dormiras pas chez moi ce soir. Lisa se tenait sur des jambes tremblantes. Et Chloé? C'est ma fille aussi. L'expression de Tom devint encore plus froide. Chloé est la seule raison pour laquelle tu n'es pas assise dans une cellule de prison à côté de Kevin en ce moment. Mais ne prends pas ma retenue pour de la faiblesse. Tu auras des visites surveillées si tu as de la chance. Toute tentative de la manipuler ou de la monter contre moi, et je m'assurerai que tu perdes même ça. Tom, tu ne peux pas m'empêcher d'aller voir ma fille. Regarde-moi, dit-il doucement. J'ai des enregistrements de Kevin discutant de ses dettes, de ses vols et de ses plans pour détruire mon entreprise. J'ai des preuves de ta participation à de l'espionnage industriel. J'ai des dossiers financiers montrant que tu as utilisé des biens matrimoniaux pour financer ta liaison. Et j'ai une fille de 8 ans traumatisée qui peut témoigner de ce qu'elle a vu. Tom décrocha son téléphone. Tu as 30 minutes pour faire tes bagages et pars où j'appelle la police et je te fais arrêter pour vol. Ne me mets pas à l'épreuve, Lisa. Tu as vu de quoi je suis capable quand on me trahit. Tandis que Lisa montait les escaliers pour faire ses valises, Tom se servit un autre verre et se rassit à table. La soirée s'était déroulée exactement comme prévu, mais la victoire semblait creuse. Kevin risquait des poursuites pénales et passerait probablement des années en prison. Lisa se retrouverait sans rien, sans mari, sans domicile, avec un accès limité à sa fille et une réputation irrémédiablement détruite. Mais rien de tout cela n'effacerait l'image de sa fille cachée dans les toilettes, ni la certitude que les deux personnes en qui il avait le plus confiance au monde avaient conspiré pour le détruire. Tom termina son verre et monta voir Chloé. Elle était allongée dans son lit, éveillée, les yeux fixés au plafond. « Maman part-elle ce soir » demanda-t-elle tandis que Tom s'asseyait à côté d'elle. « Oui, ma chérie. Elle le doit. » Reviendra-t-elle? Tom envisagea de mentir, de donner de faux espoirs. Mais Chloé méritait la vérité. Pas pour vivre ici. Mais elle restera ta mère, et tu la reverras encore parfois. Chloé resta silencieuse un long moment. Papa, est-ce que ça va aller? La question faillit briser le cœur de Tom. Sa fille de 8 ans s'inquiétait pour lui alors qu'elle aurait dû penser à ses jouets, à ses amis et à ses souvenirs d'enfance. Je vais bien, ma puce. On va bien toutes les deux. Je te le promets. Bien, dit Chloé en souriant enfin. Parce que je ne veux blesser personne d'autre. Alors que Tom éteignait la lumière et fermait la porte, il réalisa que sa fille était déjà plus sage que les adultes qui l'avaient trahi. Elle comprenait ce que Lisa et Kevin n'avaient jamais compris. Que les actes ont des conséquences et que certaines trahisons ne sont jamais pardonnables. En bas, il entendit la voiture de Lisa quitter l'allée pour la dernière fois. Chapitre 6. Le jugement dernier. 3 semaines plus tard, Tom se trouvait dans le bureau de son avocat, examinant le règlement final du divorce. Frank Petrov s'était surpassé. Lisa ne tirerait pratiquement rien de ce mariage, ni de ses visites surveillées avec Chloé. Était limitée à 4 heures tous les 2 week-ends. Elle a essayé de le contester, a rapporté Frank, mais les preuves que vous avez fournies étaient écrasantes. Son avocat lui a conseillé d'accepter les termes plutôt que de risquer des poursuites pénales. Et la situation de Kevin, de 12 à 15 ans, probablement. Les procureurs fédéraux étaient très intéressés par l'angle d'espionnage d'entreprise, et ses créanciers de jeu étaient heureux de fournir des témoignages supplémentaires sur ses dettes et sa situation financière désespérée. Tom hocha la tête, ne ressentant aucune satisfaction dans la chute de son ancien partenaire.
Kevin avait choisi son chemin quand il a décidé de trahir leur amitié et de voler leur entreprise. L'entreprise était en fait devenue plus forte depuis l'arrestation de Kevin. Plusieurs clients avaient été impressionnés par la gestion rapide de Tom de la violation de la sécurité intérieure, et de nouveaux contrats affluent. Monica avait été promue partenaire, et ils avaient embauché 2 enquêteurs supplémentaires pour gérer la charge de travail accrue. Il y a encore une chose, a déclaré Frank, glissant une enveloppe sur le bureau. Cela est arrivé hier. La lettre était de Rebecca Morrison, la sœur de Kevin. Tom l'ouvrit soigneusement. Tom, je sais que tu ne veux probablement entendre personne dans ma famille, mais je avais besoin de vous pour savoir que je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Je pratique le droit depuis 15 ans et j'ai vu de nombreux cas de vengeance. Ce que vous avez fait n'était pas une vengeance. C'était la justice. Les actions de Kevin n'étaient pas seulement à propos de votre mariage. J'ai découvert qu'il m'a également volé, en utilisant mes connexions de crédit et commercial pour couvrir ses dettes de jeu. Vous m'avez sauvé des années de ruine financière en l'exposant quand vous l'avez fait. Je veux aussi que vous sachiez que j'ai visité Lisa la semaine dernière. Elle est brisée. Complètement cassée. Elle ne cesse de dire qu'elle ne voulait jamais dire que des choses vont si loin, que Kevin l'a convaincu que vous ne vous soucieriez pas des informations commerciales parce que c'était juste des ragots. Elle ne comprend vraiment pas l'ampleur de ce à quoi elle a participé. Je ne vous demande pas de pardonner l'un ou l'autre. Je pensais juste que vous devriez savoir qu'ils sont tous les deux confrontés aux conséquences que vous aviez voulu. Kevin mourra probablement en prison. Sa santé n'est pas bonne et il s'est fait ennemi parmi les autres détenus. Lisa travaille comme commis d'hôtel dans le Queens et vit dans un studio. Sa licence immobilière a été révoquée en raison de l'enquête criminelle. Vous avez protégé votre fille et votre entreprise. Vous avez fait ce que tout bon père et homme d'affaires ferait. Rebecca. Tom a replié la lettre et la rangèrent. Il ne ressentait aucune joie dans le rapport de Rebecca, mais aucune culpabilité non plus. Lisa et Kevin avaient fait leur choix. Ils pourraient vivre avec les conséquences. La porte du bureau s'ouvrit et Monica a poussé la tête. Tom, l'appel de l'école de votre fille. Il y a eu un incident. Le sang de Tom a couru froid. Quel genre d'incident? Chloé s'est battue. Le directeur veut vous voir immédiatement. 20 minutes plus tard, Tom était assis dans le bureau du principal Martinez, regardant le visage provoquant de sa fille. Chloé avait une petite coupure sur sa lèvre et une ecchymose se formant sur sa joue, mais ses yeux flamboyaient de détermination. Monsieur Brennan, directeur Martinez, a commencé. Chloé a été impliqué dans une altercation avec un autre étudiant pendant le déjeuner. L'autre enfant, Bobby Henderson, l'a taquiné à propos de sa mère, et Chloé, eh bien, elle s'est battue d'eau. Qu'est-ce que Bobby a dit exactement? Demanda Tom, gardant sa voix calme. Selon des témoins, il a appelé la mère de Chloé un tricheur et a dit que c'était pourquoi ses parents avaient divorcé. Chloé l'a frappé au nez et lui a dit de se taire des choses qu'il ne comprend pas. Tom regarda sa fille qui a rencontré son regard régulièrement. Chloé, c'est ce qui s'est passé? Il a dit que maman était mauvaise et que vous l'avez jetée parce qu'elle dormait avec d'autres hommes. Dit Chloé tranquillement. Il a dit que tout le monde sait et que je suis stupide si je ne le vois pas. Je lui ai dit de s'arrêter, mais il n'arrêtait pas de le dire. Le cœur de Tom achète pour sa fille. Les problèmes adultes de son mariage avaient inévitablement répandu dans son monde d'enfance, et maintenant elle combattait les batailles qu'elle ne devrait jamais avoir à se battre. Je ne tolère pas normalement la violence, a poursuivi le directeur Martinez. Mais compte tenu des circonstances et du fait qu'il s'agit du premier incident de Chloé, nous ne mettons en œuvre qu'une suspension d'une journée. Cependant, je pense qu'il pourrait être avantageux pour elle de parler avec le conseiller scolaire. Ce ne sera pas nécessaire, a déclaré Tom fermement. Chloé défendait l'honneur de sa famille. Je vais avoir une conversation avec elle sur de meilleures façons de gérer la situation, mais je ne vais pas la punir pour avoir résisté à un tyran. La principale Martinez avait l'air surpris. Monsieur Brennan, nous devons enseigner aux enfants que la violence n'est pas la solution, et nous devons leur apprendre que parfois les gens disent des choses cruelles, et nous devons nous défendre, Tom interrompit. Bobby Henderson a appris aujourd'hui qu'il y avait des conséquences pour courir sa bouche. Chloé a appris que je la soutiendrai quand elle aura raison. Ceci me semble précieux. Sur le chemin du retour, Chloé était silencieux jusqu'à ce qu'ils tirent dans leur allée. Papa, suis-je en difficulté? Tom tourna son siège pour regarder sa fille. Êtes-vous désolé que vous ayez frappé Bobby?
Chloé a sérieusement examiné la question. Je suis désolé d'avoir dû le frapper, mais je ne suis pas désolé de l'avoir fait. Il était méchant à propos de maman. Et même si elle a fait de mauvaises choses, elle est toujours ma mère. Tom a ressenti une vague de fierté. Sa fille a compris la loyauté, la justice et la différence entre le droit et le nécessaire. Elle allait être plus forte que ses deux parents. Vous n'êtes pas en difficulté, gamin. Mais la prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose comme ça, je veux que vous leur disiez que les affaires de notre famille sont privées, et s'il continue de vous déranger, il peut en discuter avec moi. Parfois, la menace des conséquences est plus efficace que les conséquences elles-mêmes. Chloé sourit, montrant l'écart où elle avait perdu une dans la semaine précédente. Comme ce que vous avez fait à l'oncle Kevin. Vous lui avez dit ce qui se passerait avant de le faire. Exactement comme ça. Parfois, les gens ont besoin de comprendre les règles avant de les enfreindre. Alors qu'ils entraient dans la maison, Tom s'est rendu compte que Chloé avait appris plus en regardant son traitement du divorce qu'il ne l'avait prévu. Elle a compris que les actions avaient des conséquences, que la loyauté importait et que parfois vous deviez vous battre pour ce qui était important. Elle a également compris que le pardon n'était pas toujours approprié et que certaines trahisons étaient impardonnables. Tom avait élevé une fille qui ne serait jamais la victime de personne, qui ne tolérerait jamais d'être trompée ou trahie. Dans l'épave de son mariage, cela semblait être un héritage digne. Chapitre 7. Le déménagement final. 6 mois après la finalisation du divorce, Tom a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Lisa se tenait dans sa zone de réception, ne ressemblant en rien à l'agent immobilier poli avec lequel il avait été marié. Ses vêtements étaient des bases des grands magasins. Ses cheveux étaient non stylés et elle avait perdu du poids d'une manière qui parlait du stress plutôt que de la santé. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle dit quand Monica a annoncé sa présence. Tom a envisagé que la sécurité l'escorte, mais la curiosité a fait preuve de prudence. 5 minutes. Lisa était assise en face de son bureau, ses mains plissées sur ses genoux comme un enfant dans le bureau du directeur. Je voulais voir Chloé pour Noël. Mes visites supervisées, elles ne sont pas suffisantes. C'est ma fille aussi. Vous auriez dû y penser avant de choisir Kevin au-dessus de votre famille, répondit froidement Tom. Je sais que j'ai fait des erreurs. Arrêtez de les appeler des erreurs. La voix de Tom a traversé ses mots comme une lame. Les erreurs sont des accidents. Ce que vous avez fait était délibéré. Vous avez choisi de me trahir chaque jour pendant des mois. Vous avez choisi de voler mon entreprise. Vous avez choisi de traumatiser notre fille en menant votre affaire dans des lieux publics où elle pourrait vous voir. Le sang-froid de Lisa a craqué. Je sais que je vous fais du mal, mais ne punissez pas Chloé parce que vous me détestez. Elle a besoin de sa mère. Chloé a besoin de stabilité. Elle a besoin d'une honnêteté. Répétez désespérément. Je ne veux pas qu'elle soit triste quand elle voit à quel point je suis bon dans les choses, elle ne m'a pas aidé à m'entraîner. Les mots ont frappé Lisa comme des coups physiques. Elle n'a pas dit cela. Elle a 8 ans, et elle a déjà appris à ne pas compter sur vous. Félicitations, Lisa. Chloé. Please, Tom. I'm begging you. Tom watched her cry without feeling any sympathy. Et des seen this performance before. Lisa tears hadn't been enough to make him forget argument. Overlook inconsistency, forgive small betrayal. But those days were over. You love Chloe? Tom asked quietly. Then prove it. Disappear? Lisa looked up, shocked. What? Sign away your parental rights. Donnez à Chloé une chance d'avoir une vraie famille avec des gens qui ne l'abandonneront pas lorsque les choses deviennent difficiles. Laissez-la oublier que sa mère a choisi un toxicomane de jeu plutôt que sa propre fille. Je ne peux pas faire ça. Elle est tout ce qui me reste. Elle était tout ce qu'il vous restait quand tu dormais avec Kevin, mais cela ne t'a pas arrêté. Tom se leva et se dirigea vers la fenêtre. Chloé est en plein essor sans toi, Lisa. Ses notes sont excellentes. Elle s'est fait de nouveaux amis et elle a cessé de faire des cauchemars pour vous trouver avec d'autres hommes. Votre présence dans sa vie est une blessure qui ne guérit pas. Vous l'empoisonnez contre moi. Tom se tourna vers Lisa avec un sourire froid. Je n'ai pas besoin de l'empoisonner contre vous. Vous l'avez fait vous-même. Savez-vous ce qu'elle a dit quand je lui ai dit que vous vouliez plus de visites? Elle a demandé si vous alliez apporter plus d'oncles avec vous.
La pièce se tait de se taire à l'exception des pleurs silencieux de Lisa. Voici ce qui va se passer. Tom a continué. Vous allez quitter mon bureau et ne plus jamais me contacter ou ma fille. Si vous essayez d'interférer avec nos vies, je vous ferai arrêter pour harcèlement. Si vous essayez de voir Chloé en dehors de vos visites prévues, je déposerai une ordonnance d'interdiction. Et si jamais vous essayez de la manipuler ou de la retourner contre moi, je m'assurerai que le reste de votre vie soit aussi misérable que vous avez essayé de faire le mien. Tom, s'il vous plaît. Vos 5 minutes sont en place. Tom a appuyé sur le bouton d'interphone. Monica, veuillez escorter Madame Chin hors du bâtiment. Lisa se tenait sur des jambes tremblantes. Ce n'est pas fini, Tom. C'est ma fille et moi avons des droits. Non, dit Tom tranquillement. Vous aviez des droits. Vous les avez abandonnés lorsque vous avez choisi de détruire votre famille. Ce que vous avez maintenant, ce sont des privilèges ordonnés par le tribunal que je peux révoquer chaque fois que vous sortez de la ligne. Alors que la sécurité escortait Lisa du bâtiment, Tom ressentait un sentiment d'achèvement familier. Un autre lâche et attaché. Une autre menace neutralisée. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Chloé. Papa, pouvons-nous avoir une pizza pour le dîner? J'ai un A sur mon projet scientifique. Tom sourit en tapotant, absolument. Je suis fier de toi, kiddo. Ce soir-là, alors qu'il regardait Chloé expliquer avec enthousiasme son projet de volcan pendant le dîner, Tom s'est rendu compte que la meilleure vengeance contre Liso ne détruisait pas sa vie. Il en construisait un meilleur sans elle. Chloé était heureuse, sûre et entourée de gens qui ne trahiraient jamais sa confiance. Elle apprenait à être forte, indépendante et sans compromis en ce qui concerne la loyauté et l'honnêteté. Lisa avait perdu tout ce qui comptait, non pas parce que Tom l'avait pris d'elle, mais parce qu'elle l'avait jeté avec les 2 mains. La justice, a réfléchi à Tom, ressemblait parfois beaucoup à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Chapitre 8. L'héritage. 2 ans après le divorce, la vie de Tom s'était installée dans une routine confortable. Brennan Strategic Consulting était devenue l'une des sociétés de sécurité les plus respectées de la côte Est, et Chloé prospère en 5e année. Elle était devenue un enfant confiant et articulé qui a montré les premiers signes d'hériter de l'esprit stratégique de son père et de code moral sans compromis. L'appel est venu un mardi soir tandis que Tom aidait Chloé avec ses devoirs de mathématiques. Tom, c'est franc. J'ai des nouvelles sur Lisa. Tom a déménagé à son étude, fermant la porte derrière lui. Quoi maintenant? Elle est morte. Tom, accident de voiture hier soir. Perdu le contrôle du Bronx River Parkway. Frappé une barrière en béton. La police pense qu'elle s'est endormie au volant. Tom ne ressentait aucun chagrin, seulement un sentiment de finalité froid. Et sa famille? Quelqu'un doit-il être informé? Sa sœur Catherine a été informée. Elle et qu'elle pose des questions sur Chloé sur les arrangements de garde. Il n'y a aucun arrangement de garde à discuter. Lisa a signé ses droits il y a 6 mois, tu te souviens? Elle a finalement accepté que Chloé était mieux sans elle. Tom avait soigneusement conçu cette décision, en utilisant la pression financière et la menace des accusations criminelles pour convaincre Lisa qu'abandonner sa fille était sa seule option. Elle avait tenu les mois pendant des mois, mais finalement, elle a dû admettre que sa présence dans la vie de Chloé a causé plus de mal que de bien. Catherine ne connaît pas le renoncement. Elle pense qu'elle a une revendication sur Chloé en tant que plus proche parent. Puis elle s'est trompée. Construisez les papiers dont vous avez besoin pour indiquer clairement que Catherine n'a pas de position légale. Chloé est ma fille. Période. Tom, il y a autre chose. Lisa a tout laissé à Chloé dans son testament. Ce n'est pas grand-chose, environ 15 000 $ et certains articles personnels, mais Catherine se demande si Chloé devrait hériter de tout ce qui compte les circonstances du divorce. Tom était silencieux pendant un moment, compte tenu des implications. Quel genre d'articles personnels? Album photo, bijoux, quelques lettres qu'elle a apparemment écrites à Chloé mais jamais envoyées. Catherine dit que Lisa avait du mal à culpabilité de renoncer à ses droits parentaux. Elle avait été en thérapie en essayant de se rassembler. Trop peu, trop tard, dit froidement Tom. Mais je m'occuperai d'informer Chloé de la mort de sa mère. Et Franck, assurez-vous que Catherine comprend que toute tentative de contacter ma fille entraînera une ordonnance d'interdiction. Après avoir raccroché, Tom s'est assis dans son étude pendant longtemps, traitant les nouvelles. Lisa était partie, et avec sa mort,
la dernière menace potentielle pour sa vie soigneusement construite avec Chloé a été éliminée. Il n'y aurait plus de visites supervisées gênantes, plus de tentatives de réconciliation, plus de chances pour Lisa de perturber leur stabilité. Il a trouvé Chloé dans le salon en lisant un livre sur la biologie marine. « Kiddo, je dois vous dire quelque chose d'important. » Chloé leva les yeux et Tom pouvait voir l'intelligence dans ses yeux qui lui rappelait lui-même. Elle lisait déjà son expression, se préparant à des nouvelles sérieuses. « Ta mère est décédée dans un accident de voiture hier soir. » Chloé était silencieuse pendant un long moment, traitant les informations avec la même approche méthodique qu'elle a appliquée à tout le reste. Était-elle seule? Oui. A-t-elle souffert? La police ne le pense pas. C'était très rapide. Chloé hocha la tête, puis ferma son livre et la mit de côté. Êtes-vous triste? La question était caractéristiquement directe. Tom a choisi de répondre honnêtement. Non, je ne suis pas triste. Votre mère a fait des choix qui nuisent à notre famille, et j'ai cessé de me soucier de son bien-être il y a longtemps. Mais je sais qu'elle vous aimait à sa manière. Je ne suis pas triste non plus, dit Chloé tranquillement. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Tom a tiré sa fille dans un câlin, s'émerveillant de sa maturité émotionnelle. Non, chérie. Cela vous rend honnête. Votre mère a été étrangère à vous depuis 2 ans. Vous ne pouvez pas pleurer quelqu'un que vous connaissiez à peine. Y aura-t-il des funérailles? Sa sœur gère les arrangements. Nous ne participerons pas, Chloé le considérait. Bon. Je ne veux pas faire semblant d'être triste pour le bénéfice des autres. Plus tard dans la soirée, après que Chloé s'est couchée, Tom a réfléchi à la façon dont sa fille avait parfaitement traité les nouvelles. Elle a compris que la mort n'a pas effacé automatiquement les dommages que quelqu'un avait causés, que les relations de sang n'ont pas créé d'obligation à pleurer, et que les émotions honnêtes étaient plus précieuses que les attentes sociales. Elle allait être formidable à l'âge adulte. Une semaine plus tard, Frank a livré les boîtes des effets personnels de Lisa. Tom les a soigneusement traversées avant de décider de partager tout cela avec Chloé. La plupart ne valaient rien. Des bijoux qui avaient l'air chers mais qui ne l'étaient pas, photographiés avant le divorce et un journal rempli de candidatures auto-pastantes sur la façon dont sa vie était devenue injuste. Mais enterrées en bas de la dernière boîte, 23 lettres adressées à Chloé, chacune datée et numérotée. Lisa avait apparemment écrit à sa fille régulièrement après avoir abandonné ses droits, déversé son regret, son amour et ses pages de l'écriture désespérée. Tom les lisa tous, son expression se refroidir à chaque lettre. Même dans la mort, Lisa tentait de manipuler leur fille, se décrivant comme une victime de circonstances plutôt que comme l'architecte de sa propre destruction. Il a brûlé chaque lettre sans les montrer à Chloé. L'argent, cependant, il a placé dans un fonds universitaire. Chloé pourrait avoir cet héritage. C'était à juste titre le sien. Mais elle n'avait pas besoin que la culpabilité de sa mère et l'auto-justification empoisonnent ses pensées. Lorsque Chloé a posé des questions sur les boîtes, Tom lui a dit qu'il n'y avait rien de la peine d'être gardé. C'était, a-t-il dit, la vérité absolue. Chapitre 9, l'héritage. 5 ans plus tard, Chloé Brennan s'est tenue à son diplôme de 8e année, prononçant le discours valedictorien à un auditorium bondé. À 13 ans, elle était devenue une jeune femme exposée et articulée qui commandait le respect des pairs et des adultes. Tom a regardé du public, ressentant un profond sentiment de fierté et de satisfaction. Sa fille a parlé de l'intégrité, de l'importance de garder sa parole et de la valeur de vous entourer de personnes qui partageaient vos principes. Elle n'a jamais mentionné sa mère, et Tom savait qu'elle ne le ferait jamais. La famille n'est pas seulement une question de sang, a déclaré Chloé, sa voix claire portant à travers l'auditorium. Il s'agit de loyauté, de confiance et de respect mutuel. Il s'agit de gens qui se présentent quand ils disent qu'ils le feront, qui tiennent leurs promesses, et qui ne vous font jamais vous demander où vous vous tenez avec eux. Le public a applaudi, mais Tom pouvait voir que certains parents avaient l'air mal à l'aise. Ils ont reconnu le sous-texte des paroles de sa fille, le rejet implicite de l'idée que les liens familiaux étaient sacrés indépendamment du comportement. Après la cérémonie, Tom a été approché par plusieurs parents qui voulaient le féliciter d'avoir élevé une fille aussi impressionnante. Il a accepté leurs éloges gracieusement, bien qu'il en savait beaucoup chuchoter à propos de sa manipulation impitoyable de son divorce et de sa coupure complète de son ex-femme. Laissez-les chuchoter, pensa-t-il. Chloé était la preuve que ses méthodes avaient fonctionné. Papa, a dit Chloé, le rejoignant alors que la foule commençait à se disperser. Monica a dit qu'elle avait une surprise pour moi de retour au bureau.
Pouvons-nous nous arrêter avant le dîner? Bien sûr, même si je pense que je sais quelle est la surprise. Ils se sont rendus à Brennan Strategic Consulting où Monica et le reste du personnel avaient décoré la salle de conférence avec des ballons et une bannière lisant « Félicitations, futurs partenaires ». Chloé rit et étreint Monica, qui était devenue une tante de substitution au fil des ans. Futur partenaire? Je n'ai que 13 ans. Jamais trop tôt pour commencer à planifier, a répondu Monica. Vos papas vous réservent déjà un bureau lorsque vous êtes prêts. Car ils ont célébré avec des gâteaux et des histoires sur les réalisations scolaires de Chloé. Tom ressentait un profond sentiment d'achèvement. Il avait construit quelque chose de durable, non seulement une entreprise prospère, mais une famille basée sur le mérite, la loyauté et les valeurs partagées plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur le pont arrière en regardant le coucher du soleil, Chloé a soulevé un sujet qui l'a surpris. « Papa, j'ai pensé à maman ces derniers temps. » Tom se tendit légèrement. « Oh, pas de manière triste, » Chloé a clarifié rapidement. Plus comme essayer de comprendre comment quelqu'un fait les choix qu'elle a fait. En cours de psychologie, nous avons étudié la prise de décision et le développement moral. Je me demande ce qui manquait dans sa pensée qui lui a fait croire que la trahison de sa famille était acceptable. Tom a étudié le visage de sa fille, voyant l'esprit analytique qui lui avait hérité. Quelle conclusion avez-vous tirée? Je pense qu'elle n'a jamais appris à considérer les conséquences à long terme. Tout ce qu'elle a fait était la gratification immédiate, l'excitation d'une affaire, le frisson des secrets, le plaisir temporaire d'obtenir ce qu'elle voulait dans l'instant. Elle n'a jamais pensé à la façon dont ses choix vous affecteraient ou moi ou même elle-même sur la route. C'est une analyse très mature. Je pense aussi que Chloé a continué qu'elle n'avait jamais compris la différence entre l'amour et la possession. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais elle a fait des choses qui m'ont fait mal. Le véritable amour signifie protéger quelqu'un, même de vous-même, si nécessaire. Tom a ressenti un froid de reconnaissance. Sa fille avait articulé quelque chose qu'il n'avait jamais tout à fait mis en mots. La différence fondamentale entre son amour pour elle et l'attachement égoïste de Lisa. Vous savez, Chloé a dit, en le regardant directement, je suis content que vous ne lui aimiez pas pardonné. Je suis content que vous ne l'ayez pas repris ou ne lui ayez pas donné plus de chance. Certaines personnes pensent que cela vous fait froid, mais je pense que cela vous rend fort. Il m'a appris que mes actions ont des conséquences réelles et que les gens que j'aime méritent mieux que mes pires impulsions. Certaines personnes disent que la parole est une vertu, Tom a répondu soigneusement. Pardon. Justice. Création de cette jeune femme remarquable qui comprenait que la loyauté était gagnée, que la confiance était précieuse et que certaines trahisons étaient impardonnables. Chloé ne serait jamais la victime de personne. Elle ne tolérerait jamais la tromperie ou la trahison. Elle ne confierait jamais la faiblesse avec la gentillesse ou la cruauté envers l'amour. Elle était son héritage et elle était parfaite. Papa, a dit Chloé alors qu'il se préparait à entrer. Merci de m'avoir appris que l'amour ne consiste pas à accepter ce que les gens vous font. Il s'agit d'avoir des normes et de protéger les personnes qui méritent une protection. Tom sourit, mettant son bras autour des épaules de sa fille. Vous êtes les bienvenus, gamin. Vous êtes absolument les bienvenus. Le passé a été enterré, le présent était sûr et l'avenir leur appartenait. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.